Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va s'intéresser ce matin aux élections présidentielles aux États-Unis. Vous recevez Gaël Lagadec. Oui, Gaël Gadec, professeur des universités en sciences économiques, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je souligne que vous êtes spécialiste notamment du financement des processus électoraux et dans ce cas de figure, évidemment, celui des USA est un cas d'école. Mais avant d'en venir peut-être au financement de cette campagne, parce qu'on sait que c'est un point important, il y a de fortes chances aujourd'hui que Joe Biden affronte Donald Trump pour les présidentielles de novembre prochain, puisque les dés sont quasiment jetés aujourd'hui. On va y revenir, il y a encore quelques incertitudes. La question qu'aujourd'hui beaucoup d'observateurs et de personnes se posent, c'est pourquoi on se retrouve avec les deux mêmes qu'il y a 4 ans, alors que visiblement, ils ont atteint chacun on ne va pas parler de limite d'âge, mais en tout cas un âge assez avancé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis pour qu'on se retrouve avec les deux mêmes candidats qu'il y a 4 ans? Mais disons que pour le président actuel, c'est dans la logique que le président se représente et soit réinvesti. Là, la spécificité est qu'il a 81 ans, mais ça s'explique par le fait que le Parti démocrate est en fait très divisé entre une aile gauche et une aile droite, et que Biden est un gage d'unité, de non-explosion du parti. C'est comme ça qu'il faut comprendre le soutien très fort qu'il a dans les primaires. Du côté républicain, c'est plus atypique parce qu'un président battu ne se représente pas normalement. Mais Trump a toujours contesté avoir perdu. Il dit « on m'a volé la victoire ». Il en a convaincu beaucoup de ses partisans, il a hystérisé sa base électorale et il n'a fait que renforcer son poids dans le parti jusqu'à remporter la primaire en fait de façon très rapide. Il dit lui-même c'est la primaire à remporter la plus vite dans l'histoire des États-Unis, alors qu'il y a encore des dizaines d'États qui doivent voter pour désigner les candidats. Alors justement, on en est sur cette situation depuis le Super Tuesday, depuis le Super Mardi, où il y a une quinzaine d'États qui votent de façon conjointe. C'est là qu'on sait que Trump-Biden, ce sera probablement le duel de cette présidentielle. Est-ce qu'il y a quand même des États qui peuvent basculer? Est-ce qu'il reste une incertitude ou est-ce que les dés sont définitivement jetés? Non, chacun a suffisamment de délégués, c'est-à-dire de grands électeurs internes pour avoir l'investiture de son propre parti. Donc, sauf accident de santé, par exemple, on est sûr qu'ils seront chacun désignés par leur camp respectif. Alors, est-ce que ça veut dire, Gaël Lagadec, qu'une sorte de nouvelle campagne commence aujourd'hui, à un peu moins de 8 mois des élections présidentielles, puisqu'on en connaît les candidats, et on l'évoquait très rapidement au début de cet entretien, est-ce que la question financière, le poids dont chacun va disposer, va être un argument important? Disons que la campagne est toujours en deux temps. D'abord, on fait une campagne à l'intérieur de son parti, puis après contre le candidat désigné de l'autre parti. Mais cette fois-ci, sachant qu'il y avait très peu de doutes d'un côté comme de l'autre, les deux candidats ont déjà commencé à s'affronter depuis des semaines, sachant qu'ils allaient rejouer la même élection, en tout cas faire la revanche. Et concernant le financement électoral, à chaque élection américaine, on bat le record. La fois précédente, c'était de 1,3 milliard d'euros pour Biden, quasiment la même chose pour Trump. Et disons que d'une certaine façon, ça s'équilibre. La question, peut-être, c'est maintenant de savoir s'il y a des grands donateurs, comme on dit, qui vont peut-être s'abstenir de soutenir tel ou tel candidat. On peut penser notamment à Donald Trump, qui peut paraître excessif pour des grands donateurs, mais on le verra dans les prochaines semaines. Cet argent, il sert à quoi? Organiser des meetings, essentiellement faire de la communication, ou il y a d'autres destinations? Alors, c'est essentiellement de la publicité ciblée. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, contrairement à la France, on peut faire de la publicité négative. Donc, on peut acheter et on l'achète essentiellement dans ce qu'on appelle les États clés, ceux qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, de la pub contre l'adversaire. Par exemple, Trump met en scène les chutes de Biden dans les estrades, les escaliers, etc. Et c'est ça qui coûte vraiment très cher parce qu'il matraque les populations de ces États clés. Alors Trump-Biden, c'est le duel probable de cette élection présidentielle, mais Donald Trump est encore sous le coup d'un certain nombre de procédures judiciaires. Il y en a encore 3, je crois, ou 4 en cours. Est-ce qu'elles peuvent aboutir et est-ce qu'elles peuvent peser sur cette élection? Voire est-ce qu'elles pourraient empêcher Donald Trump de se présenter? Alors pour le moment, Donald Trump est en tête dans les sondages. Il est en tête dans les sondages au niveau national, mais il est également en tête dans les sondages pour les États clés, que j'ai mentionnés.
L'incertitude, c'est les procédures judiciaires. Il y en a 4 de gravité différentes. La première qui devrait être jugée, c'est le versement d'une somme qu'il a faite en 2016 à une actrice de film pour adultes avec qui il avait eu une liaison en 2006. C'est sans doute l'affaire la moins grave, et puis c'est quand même une vieille affaire. Mais on ne sait pas quand même quel serait l'impact d'une condamnation. D'après les observateurs, c'est aussi l'affaire la plus fragile en termes de probabilité de condamnation. Les autres sont plus graves. Il y a le fait d'avoir pris à son compte, détourné des documents confidentiels dont il est parti avec de la Maison-Blanche. Dans l'État de Géorgie, il est poursuivi pour avoir voulu inverser le résultat de l'élection. Et puis, le plus grave, c'est l'assaut du Capitole, où il est là mis en examen pour complot contre l'État. Mais lui se réclame d'une immunité présidentielle absolue. C'est un point qui n'est pas clair et que la Cour suprême a décidé de trancher ou a accepté de trancher, mais pas tout de suite. Et ça devrait être en mai, juin, probablement juin. Et c'est-à-dire pour un procès qui était prévu pour des mois et des mois, sans doute que la Cour suprême donne un petit coup de pouce à Donald Trump qui risque de ne pas être, qui devrait avoir la chance de ne pas avoir les procès les plus importants qui tombent avant l'élection. Ce serait dans l'ordre des choses quand on sait que la plupart des juges de la Cour suprême ont été nommés par Donald Trump? Alors, ils sont 9, les juges de la Cour suprême. Ils sont 6 républicains et 3 démocrates. Et sur les 6 républicains, 3 ont en effet été nommés par Donald Trump. Ça peut être à double tranchant parce qu'ils peuvent aussi vouloir manifester leur indépendance pour le respect de leur institution par rapport à la personne qui les a nommés. Il y a quand même un peu d'incertitude, mais ce qui est sûr, c'est que la Cour penche très à droite. Alors, Biden-Trump, le duel probable de cette élection américaine, qu'est-ce que ça dit de la société américaine? On a l'impression que les deux camps se sont en quelque sorte radicalisés et que les USA et la population américaine est aujourd'hui très fracturée. Oui, c'est une population qui est de plus en plus clivée avec les réseaux sociaux qui renforcent chacun dans ses convictions. Les partisans, la base électorale de Trump, par exemple, est certaine que l'élection lui a été volée. Ils sont également très nombreux à penser que les démocrates ont des pratiques illégales. On va même pas jusqu'à parler de satanisme. Donc, on a quitté largement la rationalité. Et ça rend difficile le fait de se réunir après une élection. Et d'ailleurs, c'est la première fois en 2020 que le président battu conteste avoir été battu et continue à faire campagne pour la prochaine fois en disant « on nous a volé l'élection ». Et maintenant, Trump, il dit en plus « regardez tous les procès qui m'attendent ». Comme par hasard, juste avant l'élection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système ne peut pas m'empêcher de gagner, sauf s'il me met en prison, et il veut le faire pour m'empêcher de vous défendre. Un discours très simple qui marque les esprits. Alors à ce propos-là, il a employé plusieurs fois le mot d'acharnement judiciaire. Est-ce que c'est vrai quand on connaît le système judiciaire américain ou est-ce que c'est un petit peu exagéré? Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on arrive maintenant à une course de vitesse entre l'élection et les procédures judiciaires. Certaines sont quand même vraiment anciennes et on a l'impression qu'il y a une volonté quand même de l'empêcher d'un point de vue judiciaire. Notamment, on peut voir aussi que les procureurs qui le poursuivent sont de tendance démocrate, et parce que la justice est politisée. Les aux procureurs sont États-Unis, élus. voilà, et les juges sont élus, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il est mis en examen, il est poursuivi au total pour 91 chefs d'inculpation. À chaque fois qu'il est mis en examen ou qu'il passe dans une audience préliminaire, sa popularité s'accroît et l'écart avec Biden s'accroît dans les sondages. Donc c'est aussi à double tranchant tout cela. Alors sur le fond, Gaël Lagadec, sur quoi se joue cette campagne au-delà de cette question d'image et de population divisée? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dire, par exemple, sur le plan économique, est-ce que les USA vont bien? Est-ce que c'est vraiment sur les questions intérieures que va se jouer aussi cette élection américaine? Oui, c'est classique que ça se joue sur le plan intérieur. On a quantité d'exemples en ce sens. Et là, on a quand même Biden qui, objectivement, a un bon mandat, notamment au niveau économique, mais bizarrement, les électeurs ne lui font pas crédit de ce bon bilan. Ils sont 2/3 à considérer que le pays va dans la mauvaise direction, ce qui est quand même considérable. Seulement 1/4 à dire qu'il va dans la bonne direction. Donc on a l'impression que les faiblesses
qu'incarne maintenant Biden, entre autres du fait de son âge, sont un petit peu une image qui rejaillit sur l'impression que les électeurs ont du pays. Et autre élément, mais vraiment typiquement intérieur, c'est ce qui est perçu comme la menace de l'immigration. Et pour cela, on retrouve un thème favori de campagne de Donald Trump, sur lequel Biden et les démocrates ne sont quand même pas en position extrêmement favorable. Et c'est un thème qui a l'avantage d'être extrêmement simple à expliquer, à rabâcher aux électeurs. Je vous rappelle, il y a 4 ans, c'était « je vais construire un mur entre les États-Unis et le Mexique », etc. Donc ça va peser dans le choix des Américains. Plus que les conflits extérieurs dont on parle beaucoup, et notamment l'Ukraine ou encore la guerre entre Israël et le Hamas. Alors la guerre entre Israël et le Hamas, elle pénalise Biden parce que les minorités américaines tendent maintenant à se tourner en faveur des Palestiniens. Et ça peut être très important dans un État clé, le Michigan, où on a 3,5% de la population qui est d'origine musulmane. C'est une population minoritaire, mais qui vote traditionnellement démocrate. Si elle s'abstient largement, cet État retombera chez Trump comme en 2016. Et dans ce cas-là, la réélection de Biden apparaîtrait très compromise. Quant à l'Ukraine, on peut faire un petit parallèle avec l'immigration, parce que Trump le fait tout le temps. Il dit il faut arrêter l'aide à l'Ukraine. Il va beaucoup plus loin. Il a dit je laisserai même la Russie attaquer les pays de l'OTAN qui dépensent pas assez pour leur armement. Mais il dit notre armée, nos dépenses, elles doivent pas se faire en Ukraine, elles doivent se faire à notre frontière avec le Mexique. Il est toujours sur les mêmes thématiques en fait. Mais l'Ukraine est aussi une petite épine dans son pied. Hein. Il a un passif avec l'Ukraine parce qu'il a eu une procédure d'impeachment, c'est-à-dire une procédure de destitution qui était liée au fait que dans un appel téléphonique, il avait conditionné une aide à l'Ukraine au fait que l'Ukraine poursuive le fils de Joe Biden, Hunter Biden, puisque Trump considérait qu'il avait fait des malversations dans un conseil d'administration d'entreprise qui n'a pas été avéré au final, mais quand même c'est de l'Ukraine qui est venu son procès en destitution. Procès qu'il a gagné parce qu'il fallait 2/3 des élus pour le condamner. Mais il a une petite dent encore contre l'Ukraine du coup. Ah oui, manifestement, c'est certain. Alors, Gaël Lagadec, à quoi va ressembler cette fin de campagne ? Enfin, cette deuxième partie de campagne, puisqu'on connaît les favoris aujourd'hui, on voit le contexte, vous l'avez rappelé. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les 8 mois qui viennent ? Ça va être un combat de chaque instant ? Oui, ce qu'on peut se dire, c'est que les deux candidats se détestent, évidemment. Trump veut sa revanche, Biden considère qu'il est le seul à pouvoir le rebattre, donc l'affrontement va être très violent, mais ce qui est notable, c'est quand même que les problèmes de santé, peut-être même d'attention, de troubles cognitifs de Biden mettent la campagne à la merci de n'importe quel incident de santé ou de chute dans un escalier, etc. Et dans ce cas-là, l'incertitude qui est déjà se concrétiserait en faveur de Donald Trump. Je rappelle aussi qu'en 2020, la campagne s'était faite sous Covid, donc Joe Biden faisait campagne de chez lui. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Il va devoir s'exposer. Une campagne américaine, ça peut être 3 meetings, voire davantage par jour pour les candidats. Donc c'est épuisant. Et pour des hommes qui ont 77 et 81 ans, ce sera évidemment un défi et une source très importante d'incertitude, même si on peut penser que le dynamisme de Trump lui donne un avantage dans ce contexte. Est-ce que le processus électoral américain prévoit le cas de figure où un des deux candidats désignés ne peut pas finalement aller jusqu'au bout de sa campagne ? Est-ce qu'il y a un cas de figure qui est spécifique là-dessus ? Oui, dans ce cas-là, eh bien, les délégués doivent voter, le délégué du parti doit voter pour remplacer le candidat. Et dans ce cas-là, la vice-présidente de Biden, Kamala Harris, a dit qu'elle était disponible. D'ailleurs, elle est de plus en plus mise en avant par le Parti démocrate. La difficulté qu'elle aurait, sans doute, c'est qu'elle, contrairement à Biden, ne garantit pas l'unité du parti. Elle est sur l'aile gauche du Parti démocrate, donc plus loin de ce rôle central. Elle drainera moins d'électeurs indépendants, puisqu'aux États-Unis, on est démocrate, républicain ou indépendant, et les indépendants sont traditionnellement les électeurs pivots. Trump-Biden, ce sera probablement le duel de cette élection américaine qui aura lieu au mois de novembre. Gaël Lagadec, professeur des universités en sciences économiques, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.